Bienvenue sur le plateau du JT diplomatique et pour ce deuxième rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale, nous avons le grand plaisir de vous proposer trois rubriques au cours desquelles vous aurez l'occasion de vous familiariser avec nos différents invités. Dreaming of a place, anything you wish. Rising from the ground, can light the ball around. Your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine. Heading down the road till you get by. Pour notre première rubrique, l'invité, nous avons le grand plaisir d'accueillir celui qui dirige en qualité de représentant pays de l'UNESCO, monsieur Jean-Pierre Ilboudo Magnéto. Nous avons jugé important, au moment où nous célébrons les 75 ans de l'Organisation des Nations Unies, de nous intéresser à l'une de ses agences les plus emblématiques, vous l'aurez compris, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle. Fondée donc le 16 novembre 1945, l'UNESCO célèbre également ses 75 ans. L'occasion pour nous donc de pouvoir revenir en arrière pour faire un bilan avec celui qui est le représentant pays en RDC depuis bientôt 2 ans, Monsieur Jean-Pierre Ilboudo. Monsieur Ilboudo, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de nous rendre visite dans le cadre du JT diplomatique. Rendez-vous très important qui s'intéresse à la vie internationale, à ses acteurs, mais également aux initiatives qui vont dans le sens d'un développement, d'un accompagnement du développement de la RDC. Je le disais en introduction, Monsieur Ilboudo, le 16 novembre 1945, à 75 ans, l'UNESCO est créée. D'abord parce qu'il fallait évidemment effacer les dégâts causés lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec évidemment un objectif très simple, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant des liens de collaboration entre les nations à travers l'éducation, la science et la culture. C'est depuis 1960, vous avez bien entendu, 60 ans, que l'UNESCO est en République démocratique du Congo et c'est historiquement la toute première agence du système des Nations Unies installée en RDC, Monsieur Ilboudo. Je pars sous votre contrôle. 60 ans, on est bien d'accord? Alors, dites-nous, avec le recul, est-ce que vous pensez que c'était une manière beaucoup plus simple, j'allais dire, de pouvoir prendre pied dans un pays qui venait à peine d'accéder à la souveraineté internationale? On le rappelle, le 30 juin 1960, pourquoi est-ce que l'UNESCO se retrouve la première en RDC, selon vous? Je crois que nous nous installons dans un pays lorsque il y a une demande du pays, et une demande donc qui a été faite par le gouvernement d'alors. Et l'accord de siège a été signé et nous sommes installés pour travailler beaucoup sur les questions d'éducation qui se posaient dans ce pays, qui étaient des grands problèmes. Les questions aussi liées à la culture, un pays qui est hautement culturel, vous le savez, et les questions de sciences, qui avec, j'allais dire, le deuxième poumon, avec le deuxième poumon donc, du monde en termes de forêt. Et c'est ainsi que nous avons commencé donc à travailler ici en 60. Alors, le contexte est très particulier. Nous sommes quasiment 5 mois après l'accession du pays à l'indépendance. Au moment où vous vous installez, Patrice Emery Lumumba n'est plus Premier ministre. Il y a une crise à la fois politique, mais aussi sécuritaire. Avec le temps, maintenant que on a évolué évidemment, est-ce que vous pensez que le rôle de l'UNESCO est resté éminemment cantonné dans sa mission, je dirais, traditionnelle, la promotion de la science, l'éducation et la culture? Est-ce qu'il y a eu aussi, avec le temps, avec les évolutions, peut-être un rôle d'accompagnement pour peut-être consolider la démocratie, la paix d'une certaine manière? Oui, absolument, parce que notre mandat
et la vision, c'est de faire en sorte qu'à travers l'éducation, les sciences, quand je parle des sciences, c'est les sciences dites exactes et les sciences naturelles d'une part, mais également les sciences sociales et humaines, la culture et la communication et l'information, nous passons par ces biais, par ces disciplines pour faire en sorte que la paix existe dans le pays. Nous avons évidemment connu les soubresauts de ce pays, mais ce ne nous a pas empêché de travailler, par exemple, aujourd'hui, nous accompagnons le pays dans beaucoup de cas. Je prends le cas de Tanganyika, où nous avons un grand projet d'éducation à la paix entre les Twa et les Bantous. Ce n'est pas réglé ce problème, il y a toujours des conflits. Également, au niveau du Nord Kivu, nous avions un projet Pamoja qui a travaillé également sur la culture de la paix et les violences sexuelles basées sur le genre. Et quand nous parlons de culture de la paix à l'UNESCO, c'est 3 dialogues. C'est le dialogue interethnique, parce que les ethnies ne se connaissent pas en Afrique. Il y a beaucoup de stéréotypes. Le dialogue interculturel et le dialogue interreligieux. Et malheureusement, il me semble que l'Afrique a beaucoup dormi sur ça. Si on avait initié ce dialogue au niveau communautaire très tôt dans tous les pays, on ne serait pas devant ce que nous connaissons aujourd'hui, les conflits interculturels. Parce que nous ne connaissons pas. Vous allez entendre ici les gars du Congo central, voilà comme ils sont. Les Loubas, voilà comme ils sont. Et c'est au niveau des familles que les parents donnent aux enfants. Les enfants grandissent avec des stéréotypes sur les autres. Donc, il n'y a pas le droit à la différence, il n'y a pas, j'allais dire, la compréhension mutuelle, il n'y a pas la non-violence, il n'y a pas le vivre ensemble. Et pour qu'il y ait tout ça, c'est la paix. Et la paix, c'est vraiment des valeurs qu'il faut inculquer aux gens et que la société puisse vivre en paix. Alors, parlons du nerf de la guerre, l'argent, puisque pour bien mener ses missions, l'UNESCO a besoin de fonctionnaires. Alors, je parle sous votre contrôle, mais selon les chiffres de 2015-2016, le budget a avoisiné les 700 millions de dollars, plus ou moins. On sait que certains gros contributeurs, que nous ne citerons pas, ont soit gelé leur participation ou décidé tout simplement de ne pas soutenir, je dirais, le cahier des charges annuel pour l'UNESCO. Est-ce que l'argent, s'il n'y a que l'argent finalement pour mener à bien cette mission, ou est-ce que vous pensez que les pays concernés, les gouvernements concernés devraient aussi consentir un effort pour vous aider à mener à bien votre mission? Nous partons du principe que qui peut le moins peut, qui le moins peut le plus. Et c'est vrai que nous avons connu beaucoup de soubresauts sous Matar Mbo déjà. Les États-Unis sont retirés parce que Matar Mbo prônait le nouvel ordre mondial de l'information. Il voulait un dialogue nord-sud équilibré qui n'a pas plu aux États-Unis, qui se sont retirés. Il faut rappeler un chat un chat. Le plus gros contributeur, il faut bien le rappeler aussi. 25% du budget. Après, donc, on est revenu à des meilleurs sentiments. Et je sais aussi qu'en 2011, on a eu un autre problème avec encore les États-Unis. Lorsque les États membres de l'UNESCO, ils sont au nombre de 193, ont décidé d'accepter la Palestine comme État membre. Ce n'est pas la directrice générale à l'époque, Mme Bokova, qui a décidé, parce qu'il y a un conseil exécutif qui décide et qui fait endosser par la conférence générale qui est composée de 193 pays. Donc, quand il y a eu ça également, ils se sont retirés. Et en ce moment, nous avons eu 25% en moins du budget, ce qui a impacté négativement sur les programmes de terrain. Mais nous sommes arrivés quand même à gérer ça, j'allais dire assez bien, pour ne pas dire bien. On n'a pas eu de licenciement. On a essayé de mieux recadrer tout ce que nous faisions en termes de programmes, j'allais dire, réguliers. Mais également, nous avons initié ce que nous appelons la recherche de ressources financières extra-budgétaires. Des pays ont contribué, dont la Chine, le Gabon, le Cameroun, chacun a contribué, parfois $1 million, etc. Et finalement, nous avons pu remonter la pente et aujourd'hui, nous travaillons avec, évidemment, la contribution des pays qui sont de plus en plus difficiles à cause de la crise financière qui reste un peu récurrente ou permanente. Et je pense que le rôle des pays, une contrepartie des pays quand même qui nous permet de travailler. Mais je dis aussi, c'est pas, comme tu l'as si bien dit, c'est pas seulement l'argent qui fait, c'est aussi la volonté politique, c'est la mobilisation des cadres du pays, c'est la volonté de vouloir faire un changement. Et je crois toujours que
quelqu'un disait que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. L'essentiel, c'est le transformer. Il faut qu'on transforme. Il faut mobiliser les gens autour de projets. Il faut les motiver. Il faut les sensibiliser pour qu'ils puissent donc se dire, nous pouvons nous-mêmes faire les choses. Et ne pas attendre tout de l'aide extérieure. Et quand vous arrivez à faire ça, vous voyez que même avec peu d'argent, vous pouvez faire des miracles. Mais le mot est dit, et en me tendant la perche, évidemment, je saute sur l'occasion. Je rappelle que vous avez quand même une longue carrière au sein des institutions onusiennes. Vous avez fait la FAO à Rome, vous étiez à Addis Abeba, Yaoundé, Windhoek, Kinshasa. Est-ce que vous avez le sentiment, avec toutes ces années d'expérience, que les populations locales et même les gouvernements attendent beaucoup, beaucoup trop, ou un peu trop, de la part du système onusien, et que cela, d'une certaine manière, peut inconsciemment, je dirais, les faire désengager de leur mission régalienne? Ça, c'est juste, vous avez tout à fait raison. Et je crois que la thématique des 75 années des Nations Unies, c'est de nous arrêter de regarder en arrière, de faire une critique de ceux-là, les bénéficiaires de nos projets, et une autocritique aussi de l'organisation. Parce que si nous ne nous arrêtons pas un moment pour regarder où est-ce qu'on va, ça pose problème. Parce que je vous donne personnellement ce que je pense. Il y avait moins de conflits avant. Donc quand il y avait moins de conflits, il y avait beaucoup d'argent pour les projets de développement sur le terrain. Mais avec les conflits, on a créé des missions. Il y a des missions presque partout. La vieille mission au Liban, 67, existe toujours. Ici, la MONUSCO, c'est quand même $1 milliard par an. C'est vrai que nous sommes dans une phase de transition pour le retrait. Tout à fait. Nous avons commencé les négociations avec le gouvernement. Petit à petit, on va arriver à cela. Mais ça fait qu'il y a moins d'argent aujourd'hui pour le développement. On fait beaucoup d'humanitaire, ce qui est normal avec les déplacés qu'on trouve dans presque tous les pays africains. J'ai dit qu'effectivement, il y a parfois des désillusions de la part donc, de nos bénéficiaires, des populations, qui se disent, mais en fait, qu'est-ce que les gens là font dans nos pays? Mais pas parce qu'ils ne veulent pas faire plus qu'avant, parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens de le faire comme par le passé. Mais nous sommes en train de réfléchir, 75 ans après, comment il faut réorienter notre vision des choses, nos missions, et surtout quel type de développement faut-il choisir pour que vraiment nous puissions, avec les populations, avoir une approche participative, une approche consensuelle, pour qu'ensemble nous puissions réaliser leurs besoins, leurs défis. Et je pense que nous allons arriver à cela. Alors, avec le recul, 60 ans de présence en République démocratique du Congo, certes, ça fait bientôt 2 ans que vous êtes représentant pays. Quel est selon vous le projet ou l'initiative la plus emblématique de l'UNESCO en RDC? L'UNESCO a contribué à mettre en place, avec d'autres partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, une stratégie qui est la stratégie sectorielle de l'éducation. Et ça, c'est très important parce que cette stratégie sectorielle de l'éducation embrasse depuis la petite enfance toutes les questions du primaire, du secondaire et également du tertiaire, l'université. Et en tant que leader de la mise en œuvre de l'ODD 4, qui prône donc une éducation équitable et de qualité, nous avons fait en sorte qu'on a pu identifier les indicateurs au niveau donc de la RDC, que nous avons fait en sorte également que nous avons pu faire en sorte qu'il y ait une appropriation, une domestication de l'ensemble des ODD, quels sont les plus importants pour le pays. Ils nous ont aidé à faire ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout est balisé. Nous savons exactement ce que nous faisons en termes de la petite enfance, donc les maternelles, nous avons une politique très claire là-dessus. Le primaire également, le secondaire, et surtout la formation professionnelle et technique pour laquelle nous avons pu mettre en place une stratégie. Effectivement, j'allais y arriver. Un cadre, en fait, qui permet donc de mieux voir, de cerner un peu les questions liées à la formation professionnelle et technique. Pourquoi? Si vous regardez la plupart des pays africains, je prends par exemple le Togo ou le Bénin, les chauffeurs, les conducteurs, pour parler en des termes plus réels, des mototaxis ont tous au moins une maîtrise d'université, parfois des doctorats. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise ou un doctorat pour conduire une moto. Non. Donc, il y a un chômage endémique des gens qui font l'université, mais on n'a pas les gars de métier. Combien avons-nous de menuisiers
capables de faire de très belles tables comme celle-là, c'est guéridon. Combien avons-nous de bons plombiers? Même les mécaniciens. Moi, j'avais un oncle qui était mécanicien. Et on amenait la voiture, on met le moteur, il écoute, il dit, ah, ça c'est le Delco. Maintenant, c'est fini, c'est l'électronique. Les voitures sont devenues tellement électroniques qu'il faut que les gens apprennent l'électronique pour être mécanicien. Vous voyez aussi souvent, même l'électricité. Combien d'électriciens nous avons qui sont qualifiés en Afrique quand vous regardez parfois des maisons qu'on construit, et qui brusquement prennent feu parce qu'il y a un court-circuit. Ou des maisons qui tombent parce qu'il n'y a pas de bon maçon. Donc, il faudrait qu'on réoriente la formation vers les métiers, sinon l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir. Et faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre l'université et les entreprises. Parce que là aussi, il y a un grand problème. C'est trop théorique. Et ça, c'est des questions sur lesquelles nous travaillons. Nous avons beaucoup travaillé ici. Ça, c'est dans le secteur de l'éducation, où je peux vraiment dire... Et là aussi, nous avons fait la formation des instituteurs aussi. Nous avons formé plus de 5000 à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, grâce à la Chine populaire qui nous a donné des fonds pour un projet. Et on a créé des modules pour la formation des enseignants et nous continuons à travailler là-dessus. On a mis en place également un système de suivi et évaluation dans le cadre de la stratégie sectorielle de l'éducation. Donc, au niveau de l'éducation, nous avons quand même fait beaucoup pour ce pays et nous continuons de travailler là-dessus. Dreaming of a place, anything you wish, it's rising from the ground, can light the ball around, your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine, heading down the road till you get by the sun. Alors, Monsieur Ilboudo, avant d'évoquer à nouveau le quatrième pilier des objectifs de développement durable, hein, l'éducation, puisque l'UNESCO est à la manœuvre, hein, puisque c'est vous qui, en tout cas en tant qu'institution, en avez la responsabilité. J'aimerais qu'on revienne sur l'accès à l'information. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, ici même à Kinshasa, votre organisation ainsi que la MONUSCO se sont montrés favorables à l'adoption d'une loi au niveau de la réalisation des ODD. Pourquoi? Quelle en est la raison principale? Est-ce qu'on peut légiférer sur une question comme celle-là, selon vous? On doit légiférer. Parce que l'accès à l'information n'est pas une question qui concerne seulement les journalistes. L'accès à l'information concerne le citoyen lambda qui a besoin d'avoir des informations sur sa vie, que ce soit l'éducation, l'environnement, la santé, tous les domaines de développement de la vie, pour prendre des décisions éclairées. Si j'ai la bonne information, je prends une décision. Or, il se trouve que les gouvernements détiennent tellement d'informations qu'ils ne veulent pas mettre à disposition donc, des populations. Il y a une raison à cela, selon vous? Ben, ils vont évoquer des questions de secret d'État, ils vont évoquer des questions en fait de hiérarchie. Vous allez voir un directeur qui va vous envoyer chez le secrétaire général, est-ce que le général vous envoie chez le ministre? À la fin, on ne s'en sort pas. Mais à l'ère des nouvelles technologies, on peut très bien contourner cette... Oui, mais vous risquez d'avoir aussi de l'information qui n'est pas la bonne information. Parce que les fake news, c'est très facile. Alors que la bonne information existe au niveau des gouvernements, il faut nécessairement que l'ODD 16.10, qui est relatif donc à ça, puisse être mise en œuvre. Au Congo, le Sénat avait adopté la loi. Ah oui, le Sénat a adopté la loi. Il l'a envoyé à l'Assemblée nationale en 2015. Et les députés ont dit, mais attention, si on adopte ça, les gens auront accès à toutes les informations du gouvernement, etc., etc. Ils ont bloqué. Donc là, il y a quand même une nouvelle dynamique. Il y a un caucus de députés qui sont chargés des questions socio-économiques, dont la presse, l'information, qui sont en train de pousser pour que ce soit inscrit donc à cette législature et que ce soit adopté, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne l'adopte pas. Si vous regardez bien ce qui se passe avec ça, l'information, même les journalistes ne peuvent pas trouver la bonne information et c'est pourquoi ils vont chercher tout le temps sur les réseaux sociaux et des fake news, alors que l'information existe au niveau des ministères, au niveau des institutions d'État. Je ne dis pas que l'accès à l'information peut être complètement, j'allais dire,
possible. Quand je dis complètement, il y a des exceptions. Même les États-Unis, même les pays développés ont des exceptions. Il y a des informations qu'on ne peut pas donner. C'est toutes les informations liées, donc, qui sont classées. Quand on déclasse, on a accès. Donc, tout ce qui est, il y a des problèmes de secret d'État. Les problèmes, par exemple, vous ne pouvez pas vous lever un citoyen parce qu'il dire à une épidémie de ceci et paniquer les gens. La vie privée des gens, c'est à protéger. Donc, ça c'est pas possible. Et maintenant, de plus en plus, les questions liées au terrorisme. Parce que si vous commencez à diffuser n'importe comment, ça pose problème. Donc, il y a certaines exceptions qu'on peut faire, mais quand même des informations liées vraiment au développement, je pense qu'il faut donner. C'est pourquoi nous nous sommes battus avec des députés et des sénateurs que nous avons invités la semaine dernière pour vraiment lancer ce plaidoyer pour que la loi soit adoptée et que l'accès à l'information soit possible pour tout le monde, pour les journalistes et pour les citoyens. Alors, monsieur le représentant pays, avant de vous laisser le mot de la fin, on va revenir sur le pilier numéro 4 des objectifs de développement durable, sur les 17. Hein. On aura l'occasion de faire une émission prochainement sur le contenu de ce programme ambitieux. Est-ce qu'avec l'expérience qui est la vôtre, vous pouvez nous dire si finalement cet objectif-là, notamment au niveau du pilier 4, est accessible, je dirais, à tous les pays, d'autant qu'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. On voit très bien que certains avancent à un certain rythme, d'autres ont peut-être plus de volontarisme dans leur manière de mettre en œuvre ces objectifs de développement durable. Est-ce que on ne peut pas se satisfaire d'ici 2030 à ce que l'on considère simplement que il y ait peut-être des objectifs minimums à atteindre, en tenant compte évidemment de la spécificité de chacun, et qu'il faille peut-être donner un peu plus de temps aux pays qui en ont le plus besoin. Je rappelle par ailleurs, et cela ne vous aura pas échappé, que la crise sanitaire mondiale et la pandémie du Covid-19 va vraisemblablement occasionner d'autres retards. Non, vous avez tout à fait raison. L'objectif du développement durable numéro 4, qui est sur l'accès à l'information gratuite, de qualité et équitable pour tout le monde, est fondamental. Quand vous êtes éduqué, vous pouvez faire les autres objectifs facilement. Or, il se trouve que nous avons des questions infrastructurelles en Afrique, des questions d'enseignants. Il nous faut former. Les statistiques de l'Institut international pour la planification et l'éducation de Paris, une institution de l'UNESCO, dit qu'il faudrait que la moitié des diplômés africains des universités rentrent dans l'enseignement pour qu'on puisse atteindre l'objectif. La moitié. Toute l'Afrique ensemble. La moitié de ceux qui ont les diplômes doivent aller faire le métier d'enseignant. Sinon, on ne peut pas. Donc, il y a les questions d'enseignants. Les gens ne vont plus vers ce métier parce que ça n'a plus la valeur, ça a été dévalorisé. Même dans les pays européens, vous allez voir comment est-ce que parfois des maîtres sont agressés, des maîtresses sont agressées. Et ce n'est pas normal. Je prends un cas simple en Afrique de l'Ouest. Vous connaissez l'école William Ponty à Dakar. L'école William Ponty recevait tous les étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Les 100 premiers à l'époque étaient affectés directement dans l'enseignement. Du 101e au 200e, c'était les médecins africains comme les Fouet-Boigny. Et au-delà de 200 et quelques, c'était les commis, l'administration. Maintenant, c'est inversé. Les gens sortent pour être, la plupart vont être administrateurs. Personne ne va être enseignant parce que c'est dévalorisé. Même les salaires sont mauvais. La question enseignante en Afrique est une question vraiment fondamentale si nous voulons réussir vraiment l'éducation de nos enfants. Et heureusement, au Congo, ils ont augmenté un peu. C'est pas mauvais. Je crois que c'est bien. Par rapport à ce qu'il y avait avant, il faudrait encore augmenter pour les mettre à l'aise, des salaires décents pour que les enseignants soient là. Maintenant, la COVID est venue nous donner quoi comme leçon? Il faut réinventer le métier d'enseignant. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à faire l'enseignement en présentiel. Il faut maintenant trouver les moyens de communication, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour faire en sorte qu'on forme les enseignants sur ça, d'une part. Utiliser la radio et la télé pour l'enseignement à distance. En fait, il faut installer un système d'enseignement à distance et faire en sorte que les enseignants se reconvertissent
Parce que déjà, quand nous avons nous fait le programme ici de la formation des enseignants avec l'éthique, il y a des enseignants qui ne voulaient pas toucher à l'ordinateur parce qu'ils disaient qu'ils sont trop vieux. Il a fallu démystifier l'outil. Il a fallu les amener à utiliser l'ordinateur. Bon, c'est vrai que aussi la question au Congo est un peu compliquée parce que souvent les enseignants ne vont pas à la retraite à temps pour des raisons que je ne vais pas ici expliquer. On a des gens qui sont très, très anciens, qui sont dedans, qui enseignent depuis 40, 50 ans, c'est pas normal. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils partent à la retraite, que les jeunes prennent la relève. Bon, mais on n'en est pas à ce niveau. C'est pour dire que l'ODD 4 ne pourrait pas, de mon point de vue, être atteint d'ici en 2030, comme l'ensemble d'ailleurs des ODD, parce que le secrétaire général des Nations Unies a lancé la décennie d'accélération de la réalisation des ODD maintenant. Il reste 10 ans. Alors, là où je suis confiant, c'est que, contrairement aux OMD, les objectifs millénaires pour le développement qui avaient été élaborés pour les pays africains, les ODD sont pour l'entièreté des 195 pays membres des Nations Unies, européens, américains, etc. Donc, ça veut dire que c'est un programme qui aura ses cycles. En 2030, on fera un bilan. Et on va continuer à travailler là-dessus parce que ça couvre l'ensemble des secteurs de développement. Il n'y a pas un secteur qui est récent. Que ce soit les questions aquatiques, la terre, l'air, que ce soit les questions de genre, toutes les forêts, tout est dedans. Il n'y a pas un seul secteur qui n'a pas été... C'était vraiment bien pensé, les ODD, avec les indicateurs. Donc, c'est pourquoi je suis confiant qu'on pourrait donc continuer ce développement-là. Merci infiniment, Jean-Pierre Ilboudo. Je rappelle, vous êtes le représentant résident de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Nous aurons certainement à cœur de vous revoir sur le plateau du JT diplomatique. Mesdames et messieurs, merci infiniment pour la confiance que vous ne cessez de nous témoigner et nous nous retrouvons prochainement pour un prochain rendez-vous. Merci infiniment de nous avoir accordé votre attention. Merci surtout pour votre disponibilité et pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé pour la première émission. Nous restons naturellement accessibles sur notre site internet puisqu'il s'agit de www.jtdiplomatique.com mais aussi dans nos différents réseaux. À la prochaine.